Le conflit entre Moscou et Kiev entre dans son 6e mois. Pas d'accalmie en vue, en témoigne le bombardement russe sur le port ukrainien d'Odessa. Plus de 1000 migrants sont arrivés en Italie par la mer ces dernières heures dans un contexte de campagne électorale qui semble favorable à l'extrême droite. En Californie, les pompiers luttent contre un gigantesque incendie. Des milliers d'hectares de forêt ont déjà brûlé et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Dans ce journal, nous nous rendrons au Honduras où la population de Chamelecón, coincée entre deux gangs armés, vit avec la peur de se faire tuer. La Chine procède au lancement du 2e module de sa station spatiale qui pourrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. À qui la faute? Chaque camp se renvoie la balle au sujet du bombardement effectué ce samedi sur le port d'Odessa. Les autorités russes affirment avoir détruit un navire militaire ukrainien et des missiles livrés par les États-Unis. De son côté, Kiev accuse Moscou d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie, sous l'égide desquels venait d'être conclu un accord pour l'exportation des céréales ukrainiennes. En visite au Caire, le chef de la diplomatie russe ne s'est pas appesanti sur le sujet. Nous avons confirmé l'engagement des exportateurs de céréales russes à respecter toutes leurs obligations. Le président Vladimir Poutine l'a également souligné lors d'une récente discussion téléphonique avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'attaque de missiles russes sur Odessa, sur notre port, est une attaque cynique et c'était aussi une attaque contre les positions politiques de la Russie elle-même. Si quelqu'un dans le monde pouvait encore dire qu'une sorte de dialogue avec la Russie, une sorte d'accord est nécessaire, vous voyez ce qui se passe. Les missiles calibre russes ont détruit la possibilité même de telles déclarations. Alors que le conflit entre dans son 6e mois, les combats font rage dans la région de Kherson. L'armée ukrainienne y mène une contre-attaque dans le but de reprendre le contrôle de cette ville tombée aux mains des Russes dès le 3 mars. Des habitants blessés et leurs maisons partiellement détruites. Ciblée par les Russes depuis le début de l'invasion en février, la ville de Kharkiv à l'est de l'Ukraine a de nouveau été visée par des bombardements ce jeudi, faisant 3 morts et plus de 20 blessés. Même après plusieurs mois, les troupes de Moscou n'ont jamais réussi à occuper totalement cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Les forces ukrainiennes font tout pour défendre leur territoire et intensifient leurs attaques. Le ministre ukrainien de la Défense s'est d'ailleurs rendu au chevet de soldats blessés, leur remettant des médailles militaires. Le conflit laisse des immeubles résidentiels ravagés, soufflés par les bombardements. Kharkiv étant l'une des villes qui portent les plus lourds stigmates de l'invasion russe. Des paysages laissés dévastés partout en Ukraine. Selon le chef de la diplomatie russe, les objectifs militaires de Moscou ne se limiteraient plus uniquement à l'Est, mais concerneraient également d'autres territoires et pourraient encore s'étendre. Sur le terrain, les pertes russes commencent à se faire sentir. Selon les estimations faites par les services de renseignement britanniques et américains, au moins 15 000 soldats seraient morts depuis le début de la guerre. La Russie qui a fourni ces images ne donne plus aucun chiffre depuis le mois de mars. La pression migratoire s'intensifie ces derniers jours en Italie avec plus d'1 millier de personnes qui ont débarqué depuis la mer Méditerranée. 600 personnes ont été secourues samedi au large de la Calabre par un navire marchand. Les autorités ont trouvé à bord 5 corps de migrants morts dans des circonstances indéterminées. Sur l'île de Lampedusa, plus de 500 personnes originaires d'Afghanistan, du Pakistan et de la Corne de l'Afrique sont arrivées dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'une quinzaine d'embarcations. D'après Rome, 34 000 personnes sont arrivées par la mer depuis le début de l'année. C'est environ 10 000 de plus que l'année dernière sur la même période. Et selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, 990 personnes ont péri dans la Grande Bleue depuis le 1er janvier. Cet afflux migratoire, récurrent chaque été, intervient cette année en pleine campagne des législatives, pour lesquelles l'extrême droite est donnée favorite.
sur la route du Canada. Le pape François entame ce dimanche une visite dans le pays nord-américain afin de renouveler son pardon pour le rôle de l'Église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Jusque dans les années 90, quelques 150 000 enfants ont été enrôlés de force dans ces établissements où ils ont subi de multiples violences, coupés de leur famille, de leur culture et de leur langue. 6 000 d'entre eux y ont laissé la vie. Des robinets fermés dans les stations touristiques de l'Algarve, dans le sud du Portugal. Les restrictions d'eau concernent en premier lieu les terrains de golf et les espaces verts. Une mesure rendue nécessaire par la situation, car la région est en proie à sa pire sécheresse depuis le début du siècle. Le ministre de l'Environnement assure qu'il n'est pas prévu de limiter la consommation d'eau pour la population. La Californie en proie à un incendie que les autorités décrivent comme explosif. Des avions bombardiers d'eau et plus de 500 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes qui ont déjà ravagé 5000 hectares de forêt dans le comté de Mariposa, près du parc national de Yosemite. Des routes ont aussi été coupées et quelques 6000 personnes ont été évacuées à titre préventif. L'état d'urgence a été décrété et les responsables locaux préviennent qu'il faudra sans doute plus d'une semaine pour maîtriser cet incendie. Les scientifiques assurent qu'en raison du changement climatique, ces feux seront de plus en plus nombreux et s'étaleront sur une plus vaste période de l'année. Le tout dans un contexte de sécheresse extrême et de vagues de chaleur. Et il n'y a pas que l'Ouest américain qui est concerné, puisque le mercure flirte avec les 100 degrés Fahrenheit, soit 38 degrés Celsius, à Washington ou à Boston. En juin 2021, un dôme de chaleur d'une intensité rarissime avait fait plus de 500 morts sur la côte ouest des États-Unis et du Canada. À Chamelecón, banlieue sud de la ville de San Pedro Sula, au Honduras, un chemin de terre sert de frontière invisible entre deux gangs armés. Les habitants de cette zone, qui se retrouvent au milieu des affrontements, vivent dans la peur quotidienne. La police militaire a été déployée. On surnomme le secteur où nous nous trouvons la frontière. Parce que d'un côté de la route, il y a une bande de criminels et de l'autre côté, il y en a une autre. D'un côté, il y a la Mara Salvatrucha et de l'autre côté, c'est le gang Barrio 18. Le renforcement de la police militaire a ramené un peu de calme selon certains habitants, même si début juillet, une dizaine de familles a dû fuir la zone après avoir reçu un ultimatum de la part des gangs. Le Honduras entend lutter contre ces groupes armés comme le fait déjà son voisin du Salvador, mais la tâche reste difficile. Mi-juillet, des membres du MS-13, la Mara Salvatrucha, ont tué l'un des fils de l'ancien président hondurien Porfirio Lobo dans le parking d'une discothèque de la capitale, Tegucigalpa. À Chamelecón, les habitants vivent avec la peur de prendre une balle perdue. Imaginez les enfants qui sont en train de jouer et qui tout d'un coup entendent « pan, pan, pan ». Ici, la vie est triste. Ce sont les gens modestes qui souffrent ici, des gens humbles qui sont touchés par une balle perdue. C'est donc une vie d'angoisse. Dans son dernier rapport mondial, l'ONG Human Rights Watch souligne que le crime organisé continue d'affecter la société hondurienne et oblige de nombreuses personnes à quitter le pays. Le crime organisé est considéré comme l'une des causes qui poussent à la migration en Amérique centrale. La Chine fait un pas de plus vers la construction de sa station spatiale. Un module a été lancé ce dimanche depuis le centre de lancement de Wenchang, une opération délicate car aucun astronaute n'était à bord. Long de 18 mètres, ce module nommé Ventian est composé d'espaces de couchage, d'une cuisine et de toilettes et servira de plateforme de secours en cas de défaillance de la station. Des espaces dédiés aux expériences scientifiques sont également aménagés. Il s'est séparé avec succès de la fusée de lancement après 8 minutes de vol. Ventian doit maintenant s'amarrer à Tianhe, le premier module en orbite qui abrite déjà un équipage. Cette opération devra être répétée d'ici la fin de l'année pour amarrer le troisième et dernier module. La Chine a lancé sa propre station spatiale après le refus des États-Unis de l'autoriser à participer à l'ISS. En cas de succès, Pékin aura construit sa station en 1 an et demi. En comparaison, 12 années ont été nécessaires pour l'ISS.